Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le président sud-africain Jacob Zuma peine à convaincre son électorat. Son meeting de lancement de la campagne électorale pour les municipales à Port Elizabeth n'a pas réussi à mobiliser. Violences xénophobes en Zambie. Depuis lundi dernier, des émeutes ont lieu dans certains quartiers de Lusaka. Elles visent principalement les commerces des ressortissants étrangers. Et le gouvernement guinéen s'attelle à la réforme de l'enseignement préuniversitaire. Il s'agit de régler notamment le problème du manque de professeurs. Le président sud-africain Jacob Zuma était à Port Elizabeth pour le lancement de la campagne électorale en vue des municipales aux côtés des dirigeants de son parti, l'ANC. Un meeting qui n'a pas mobilisé les foules. Depuis qu'il a été reconnu coupable de faute constitutionnelle, le chef de l'État peine à mobiliser son électorat. Deogratias Podo. Alors que les appels réclamant sa démission se multiplient à travers le pays, le président sud-africain Jacob Zuma maintient sa détermination et tente de rassurer ses compatriotes. Samedi 16 avril, il a une nouvelle fois demandé aux militants de son parti, le Congrès national africain, ANC, de rester mobilisés et toujours fidèles aux idéaux partagés. Nous sommes allés à la rencontre de nos électeurs. Nous leur avons expliqué les voies et moyens prévus pour résoudre les problèmes du pays. Nous leur avions fait comprendre que l'opposition est désespérée et est prête à passer par tous les moyens pour éliminer l'ANC. Récemment, au meeting d'information à Port Elizabeth, l'une des 3 grandes villes du pays, le président Jacob Zuma, malgré l'enthousiasme de ses supporters, n'a pu rassembler du monde au stade Nelson Mandela Bay. L'ANC reste toutefois l'une des formations politiques des plus influentes dans l'arène politique sud-africaine, mais depuis quelques années, elle semble en perte de vitesse face à son grand rival, l'Alliance démocratique. Nous sommes convaincus que les résultats de l'ANC en matière de services publics, leur mauvaise gouvernance, les accusations massives de corruption, leurs dépenses dans les transports publics, 2,5 milliards de rentes pour un service qui ne fonctionne pas, les bus qui ne sont pas sur les routes, tout ça ce sont des éléments qui vont précipiter le déclin de l'ANC. Le président Jacob Zuma achève son second mandat en 2019. Celui qui a été porté à la tête du pays pour améliorer les conditions de vie des Sud-Africains semble avoir perdu la confiance d'une majeure partie de la population. De nombreux partisans de l'ANC estiment que les promesses n'ont pas été tenues et pourraient sanctionner le parti lors des prochaines élections. L'ANC est au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994. La Zambie en proie à des violences xénophobes. Des émeutes ont éclaté lundi dernier dans certains quartiers de la capitale, Lusaka. Des centaines de personnes se sont pris au commerce et au domicile de ressortissants étrangers, notamment des Rwandais, des Burundais et des Congolais. Olivia Irédobré. En Zambie, les attaques dirigées contre les commerçants étrangers font craindre une montée de la xénophobie. Comme pour celle de centaines d'autres commerçants, la boutique de Kilwin, un immigré congolais, a été saccagée. Accusés par la population de commettre des crimes rituels, ces commerçants étrangers sont en proie à des violences xénophobes depuis le 18 avril 2016. La Zambie, terre d'accueil pour des milliers de réfugiés des pays voisins, en particulier du Rwanda et du Burundi, a toujours su maintenir des relations pacifiques entre les communautés. J'ai vécu en Zambie pendant de nombreuses années. J'ai fait des affaires ici et je n'ai pas eu de problème jusqu'à récemment quand les gens ont commencé à dire que des étrangers du Congo et du Rwanda faisaient des crimes rituels. J'ai tout perdu. Les gens ont tout pris et ils ont pillé ma boutique. Je lance un appel au gouvernement pour m'aider parce que je n'ai plus aucune source de revenus. Une violence condamnée par les autorités zambiennes qui qualifient les fauteurs de troubles d'éléments criminels. Selon la police gambienne, 62 magasins auraient été pillés et 256 suspects placés en détention. Nous souhaitons que les auteurs de ce genre de violence cessent immédiatement et laissent la loi suivre son cours. Laissez la police mener son enquête, gérer la situation. Ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que le monde est devenu un village planétaire. Nous sommes censés vivre dans la solidarité. Maintenant, si nous commençons à montrer des signes de xénophobie comme c'est arrivé en Afrique du Sud, ce n'est pas bon. Cette vague de violence xénophobe en Zambie rappelle ce qu'a connu l'Afrique du Sud en avril 2015. Les habitants des quartiers pauvres de Johannesburg et de la banlieue est de Durban s'en étaient pris à des immigrés qu'ils accusaient de prendre leurs emplois. De peur des représailles, plusieurs étrangers ont aujourd'hui trouvé refuge dans les postes de police zambiens, mais aussi dans les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Le Maroc est le 5e exportateur de fraises au monde, une place qui fait de ce fruit rouge une filière phare pour le pays. Un festival annuel lui est d'ailleurs dédié. L'événement permet de réunir les acteurs de la filière et de présenter les nouvelles méthodes de production. Oumou Kalsoumba. Les producteurs marocains de fruits rouges ont exposé une large variété de fraises à l'occasion du festival annuel dédié à ce fruit. La foire, qui s'est tenue dans la ville balnéaire de Moulay Boulslemes, a pour objectif de familiariser les producteurs marocains de fraises avec de nouvelles méthodes de production et de conservation de fruits. Sous le thème de « Pour la production de fruits rouges en phase avec le changement climatique », la rencontre a permis aux cultivateurs de révéler que les aléas climatiques ont eu des impacts négatifs sur la production de la campagne 2016. Cette saison, le changement climatique a affecté les exportations de fraises. L'Espagne est devenue notre concurrent. Notre pays n'a pas pu exporter la quantité habituelle vers l'Union européenne. Depuis 2014, le royaume chérifien est classé 2e producteur de fruits rouges en Afrique. Malgré les changements climatiques, les producteurs assurent que les prix sont restés stables. Nous vendons une partie de notre production sur le marché local et nous exportons l'autre partie. Cette année, la production était abondante parce que le temps était chaud en novembre et décembre. Aujourd'hui, nous sommes arrivés en phase d'industrialisation où les prix sont restés stables. Le festival annuel de fraises est aussi une occasion pour les Marocains de déguster des fruits du terroir. L'événement a aussi permis de promouvoir et de célébrer la culture marocaine. Dans l'actualité également, la 2e édition du cycle de conférences Africa 2025 sur les stratégies économiques et sociales pour l'émergence de l'Afrique aura lieu jeudi 28 avril. Ce nouveau rendez-vous sera placé sous le thème résilience africaine face aux risques climatiques et aux catastrophes naturelles. L'objectif de cette rencontre est d'informer les populations et les dirigeants sur les risques et de renforcer les modèles de gestion en vue de minimiser les impacts humanitaires. Et à noter que 175 pays ont signé ce vendredi au siège des Nations Unies à New York l'accord destiné à ralentir le réchauffement climatique de la planète, négocié en décembre dernier lors de la COP21. En Guinée, le gouvernement est en train de réformer l'enseignement préuniversitaire avec comme priorité régler le problème du manque de professeurs dans les écoles, collèges et lycées. D'autres mesures sont également annoncées concernant la qualité de l'enseignement, avec notamment un accent mis sur la pratique des langues étrangères. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Comment renforcer la qualité de l'enseignement préuniversitaire en Guinée ? C'est le défi que comptent relever les responsables du système éducatif du pays. Plusieurs constats ont permis de savoir que certaines préfectures, notamment celles du pays profond, connaissent un déficit criard d'enseignants, alors que d'autres, en milieu urbain, enregistrent une pléthore. Le ministère des tutelles a voulu toucher du doigt les réalités à travers plusieurs missions pour évaluer le niveau de besoin pour chaque préfecture. Des mesures ont aussitôt été prises pour rétablir l'équilibre entre les écoles en matière de formateurs. Lorsque nous avons fait la première mission avant la rentrée scolaire et au début de la rentrée scolaire, on était à 3400 enseignants communautaires. Ces 3400 enseignants communautaires, après le redéploiement aujourd'hui, nous nous retrouvons à peu près à 1200 enseignants communautaires qui restent. C'est-à-dire que le redéploiement du personnel enseignant nous a permis de redéployer plus de 2000 permettant de soulager les communautés. Et cela va se poursuivre. On n'est pas à 100% encore en ce qui concerne le déploiement, parce que quand j'ai les chiffres, nous nous retrouvons à peu près à 85% des personnes qui devaient être redéployées qui ont rejoint les postes. Je suis allé pour me rassurer si moi-même, de visu, si ceux qui devaient rejoindre les postes, ceux qui devaient être déployés, s'ils ont effectivement rejoint les postes. Outre le déficit d'enseignants qui existait dans certaines régions du pays, plusieurs autres défis restent à relever. Parmi eux, l'effectivité de l'enseignement de l'anglais au niveau du secondaire et son élargissement dans les écoles primaires. Objectif : permettre aux élèves d'acquérir une bonne formation en langue anglaise dès leurs premières années d'études. Nous prendrons toutes les dispositions pour que l'enseignement de l'anglais arrive au niveau du primaire. Nous allons être obligés de voir le programme d'enseignement au niveau des ENI, parce que c'est de là que ça peut passer. Et il faut qu'au niveau du programme d'enseignement à l'ENI, qu'on introduise l'enseignement de l'anglais, parce que c'est les maîtres de l'ENI que nous reprenons pour enseigner à l'élémentaire. Donc, si nous devons faire l'enseignement de la langue anglaise comme nous l'a recommandé le chef de l'État, nous allons d'abord commencer avec l'enseignement technique pour que l'enseignement de l'anglais soit au niveau de l'élémentaire.
l'élémentaire. Et puis, une fois que cela sera fait, nous allons travailler pour qu'au niveau de l'élémentaire, l'anglais soit enseigné. L'école guinéenne a souffert ces dernières décennies d'une baisse de niveau de la formation selon des spécialistes du secteur. Certaines communautés reculées du pays devraient s'organiser pour se payer les services d'un prestataire indépendant, faute d'enseignants relevant de l'État. Ce déficit se faisait également constater par la pléthore d'enseignants contractuels au sein du système éducatif. C'est ce déséquilibre que tentent de régler les nouvelles autorités à travers une meilleure répartition des enseignants sur l'ensemble du territoire national. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.